Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, غندوزو d'abord la deuxième partie من les astuces ou les méthodes على les suites. Donc, هاد la partie هادي غادي نشوفو فيها les suites récurrentes. Donc, les grands neufs, suite UN plus 1 est égal à f de UN, c'est-à-dire UN est une suite récurrente, et IAF, où il y a l'inégalité des accroissements finis, où il y a la dérivation. Donc, nous avons la première question. Montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à I tel que f de x égale à x. Donc, la question a dit quel est le type d'exercice. Donc, la différence, c'est que f de x est x, donc f de x est une constante. Dès que on va poser une fonction g de x. X c'est une variable. Poser la fonction g de x est égal à f de x moins x. Ou la fonction a dit il est étudier ou la solution alpha diagonale. Donc la première méthode c'est d'utiliser le TVI, bien sûr la version puissante du théorème des valeurs intermédiaires où la stricte monotonie de la fonction plus la continuité. Donc le théorème la bijection continue sera bien. Voilà donc les vrais systèmes. Sinon la méthode 2 vous pouvez utiliser directement la bijection continue pour f continue strictement monotone. Passons au deuxième type de question. Donc, pour la question, nous allons montrer que quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 le k. Donc, la première méthode, pour montrer donc c'est un encadrement direct par les méthodes que vous connaissez. Donc, au cours du parcours, comme des encadrements. Donc, vous allez essayer d'encadrer de façon qui est normale et logique. Deuxième méthode, on va montrer que la valeur absolue de f' de x moins k est inférieure ou égale à 0 par étude de signe, c'est-à-dire on va poser une fonction et étudier le signe de la fonction l'intervalle i, ou montrer que la fonction f' de x en valeur absolue moins k est inférieure ou égale à 0. Voilà. Et pour la troisième méthode, donc on va passer à la dérivée seconde. Voilà, on va calculer f seconde. Il est quand si par exemple f seconde de x est supérieur ou égal à 0, donc inférieur ou égal à 0, dans le cas on va raisonner de la même façon, mais supposons pour fixer les idées que f seconde est supérieur ou égal à 0, ceci implique que f' est strictement croissante, oui, f seconde est la dérivée de f', puisque la dérivée de f' elle est supérieure ou égale à 0, par conséquent f' elle est strictement croissante. Alors, il y a x محصور بين a et b. Ceci implique que f' de a inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à f' de b par stricte monotonie de f'. Voilà, donc ceci implique que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale au max de la valeur absolue de f' de b et de la valeur absolue de f' de a. Donc, le passage de f' de x, l'encadrement de f' de x, la valeur absolue de f' de x. Donc, le max de les deux valeurs absolues. Voilà, donc il suffit de vérifier que le max de l'ondiage est inférieur ou égal à le cas pour démontrer ou là pour prouver la question. Nous le troisième type de question. Donc, montrer que quel que soit n appartenant à n, un appartient à i. Donc pour cela, on va effectuer deux étapes. Pour la première étape, on va montrer que f de i est inclus dans i. Ou on la montre par monotonie de f. Donc par monotonie de f, on va calculer f de i et on va vérifier que f de i est inclus dans i. Et pour la deuxième étape, donc on va raisonner par récurrence. Pour n égale à 0, on va vérifier que u0 appartient à i. Puis on va supposer que pour n appartenant à n, on a un appartenant à i, donc on va supposer cette hypothèse et on va essayer de montrer que un plus 1 appartient à i. Donc un appartient à i implique que f de un appartient à f de i, donc c'est comme si l'on compose par la fonction f. Voilà, donc ceci implique que un plus 1 appartient à i. Pourquoi? Parce que f de un est égal à un plus 1 et f de i est inclus dans i d'après la première étape. Donc ces deux conditions nous permettent de dire que un plus 1 appartient à i. Et voilà, donc on a
vérifier le principe de récurrence. Et par conséquent, quel que soit n appartenant à n, on a bien un appartient à i. Donc, nous le quatrième type de question, l'inégalité des accroissements finis. Donc, question 4a, montrons que, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de un moins alpha. Donc, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc, pour cela, on va fixer x, y, deux éléments de i. On a f est continu sur x, y fermé, bien sûr, parce que puisque f est continu sur i, alors f est continu sur x, y, ou fermé tel que x, y, deux éléments de i. Et on a aussi f est dérivable sur i. Par conséquent, pour tout x, y élément de i, on aura f est dérivable sur x, y ouvert. Voilà, de plus, on a montré la deuxième question que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k. Et par conséquent, d'après l'inégalité des accroissements finis qu'on a abordé dans le cours de la dérivation, on a le résultat suivant. La valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Voilà. X et y appartiennent à i. Or, on a alpha appartient à i et quel que soit n appartenant à n, u de n appartient à i d'après la question précédente. On pourra donc par conséquent poser x est égal à un, quel que soit n appartenant à n bien sûr, et y est égal à alpha, parce que alpha appartient à i. Donc, en posant x égale à un et y égale à alpha, on aura quel que soit n appartenant à n. Donc f de un moins f de alpha inférieur ou égal à k fois un moins alpha. Donc voilà ce qu'on retrouve. Et puisque un est une suite récurrente, alors f de un est égal à un plus 1. Voilà. Et on a démontré que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha dans la toute première question. Par conséquent, f de alpha est égal à alpha et on aura u de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal à k fois un moins alpha, quel que soit n appartenant à n. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors passons maintenant à la quatrième question. Donc question 4b. Montrons que quel que soit n appartenant à n, u de n moins alpha est inférieur ou égal à k à la puissance n fois u0 moins alpha en valeur absolue. Donc, on va raisonner par récurrence. Donc, une petite remarque. Certains d'entre vous diront qu'on pourrait démontrer le résultat par produit télescopique, comme on a vu dans la première partie des astuces sur les suites. Oui, on pourrait le faire, mais n'oubliez pas qu'il y a une condition. Donc, pour effectuer le produit télescopique, il faut que le quotient soit différent de... donc, il faut que UK moins alpha soit différent de 0, quel que soit k, appartenant à 0, n. Donc, il faut qu'on ait ce résultat obligatoirement pour pouvoir effectuer le produit télescopique, parce que le dénominateur doit être non nul, et ce n'est pas toujours évident de démontrer cela. C'est pour ceci qu'on va raisonner simplement par récurrence, ce qui nous permet d'avoir le résultat d'une façon qui est sûre et certaine. Pour n égale à 0, on a bien u0 moins alpha en valeur absolue est inférieur à k à la puissance 0 fois u0 moins alpha. Oui, parce que k à la puissance 0 est égal à 1 et u0 moins alpha est inférieur ou égal à u0 moins alpha. Donc voilà pour l'initialisation. Passons à l'hypothèse de récurrence. Donc soit n appartenant à n, on va supposer que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à k à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha. Or, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à k fois un moins alpha d'après la question précédente, donc la question 4a. On a démontré ce résultat par récurrence. Donc, on va l'exploiter. Donc, de 1 et 2, on va effectuer un produit. Donc, le produit s'écrit sous la forme. Donc, on ne va pas changer de signe. C'est-à-dire on ne va pas passer de inférieur ou égal à supérieur ou égal, tout simplement parce que tous les termes sont positifs.
Donc puisque les termes sont positifs, donc il n'y aurait pas de changement de signe. Et par conséquent, on aura un plus 1 moins alpha fois un moins alpha, le tout en valeur absolue, est inférieur ou égal à k à la puissance n plus 1 fois la valeur absolue de un moins alpha fois la valeur absolue de u0 moins alpha. Et voilà, donc ainsi on pourrait simplifier par un moins alpha de part et d'autre. Et on aura enfin un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à k à la puissance n plus 1 fois u0 moins alpha. Voici, on a vérifié le principe de récurrence et par conséquent, on a, quel que soit n appartenant à n, un moins alpha en valeur absolue est inférieur à k à la puissance n fois u0 moins alpha en valeur absolue. Donc voilà pour cette question. Il est préférable de démontrer le résultat par récurrence sans passer par la télescopie et être dans l'obligation de démontrer le résultat suivant. Nous d'abord la question 4c. Donc déduire que UNN est convergente et préciser la limite de UN. Donc pour cela, on va exploiter le résultat précédent et qui est, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à k à la puissance n fois u0 moins alpha en valeur absolue. Voilà, donc si k est inférieur strictement à 1 et supérieur strictement à 0, c'est-à-dire k appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, donc d'après les propriétés qu'on a étudiées sur les suites sous forme k à la puissance n avec k appartient à 0,1, donc la limite de k à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Donc on a vu ce paragraphe dans le cours des suites, on exploite le résultat directement. Voilà, donc limite k à la puissance n égale à 0. U0 moins alpha, c'est une constante parce que alpha est une constante et U0 est une constante. Le produit de la limite de k à la puissance n par une constante reste 0 parce que la limite de k à la puissance n égale à 0. Donc voilà, on a démontré que la limite à droite est égale à 0. Donc d'après les critères de convergence, on a bien UNN est convergente et la limite de UN est égale à alpha. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la cinquième question de cette partie. Suite, un plus 1 est égal à f de un et inégalité des accroissements finis. Donc, on doit déterminer le plus petit entier naturel p. Vérifions la valeur absolue de up moins alpha inférieure strictement à 10 à la puissance moins 2. Donc, pour cela, on va utiliser l'inégalité qu'on a démontrée précédemment. Donc, on a démontré que quel que soit n appartenant à n, un moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à k à la puissance p, k à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha. Voilà, donc on peut, puisque le résultat est vrai quel que soit n, donc pour n égale à p, on aura up moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à k à la puissance n, p pardon, fois u0 moins alpha en valeur absolue. Et voilà, donc pour que up moins alpha en valeur absolue soit inférieur strictement à 10 à la puissance moins 2, donc il suffit que k à la puissance p fois u0 moins alpha est strictement inférieur à 10 à la puissance moins 2. Donc il suffirait de raisonner sur cette inégalité plutôt que celle-ci, puisque c'est plus facile étant donné que ici p est une puissance, or que là p est ton indice. Voilà, donc ceci implique que k à la puissance p est inférieur strictement à 10 à la puissance moins 2 sur la valeur absolue de u0 moins alpha, bien sûr parce que la valeur absolue est strictement positive de u0 moins alpha. Voilà. Ceci implique, donc on va composer par la fonction logarithme népérienne qui est strictement croissante. Donc déjà, k à la puissance p est strictement supérieur à 0. Voilà, donc tout ça est strictement positif. Donc on pourra composer par la fonction ln qui est strictement positif. Voilà, donc le signe restera le même par strict monotonie, c'est-à-dire parce que ln est croissante. Et on aura p fois ln de k est inférieur strictement à ln de 10 à la puissance moins 2 sur la valeur absolue de u0 moins alpha. Maintenant, on va diviser par ln de k de part et d'autre. Et on aura, donc là, il y aura inversion de signe. Pourquoi? Tout simplement parce que k, comme on a dit dans la question précédente, est un réel appartenant à un intervalle 0,1 ouvert. Et par conséquent, ln de k est inférieur strictement à 0.
Voilà, quand on va diviser par ln de k, on sera forcé à changer de signe et on aura p est supérieur strictement à ln de 10 à la puissance moins 2 sur u0 moins alpha en valeur absolue, le tout sur ln de k. Voilà donc quel est le plus petit entier naturel qui vérifie cette propriété. Donc tout simplement d'après ce qu'on a vu ou là d'après ce que vous avez vu en première année bac concernant la fonction partie entière. Voilà donc le plus petit entier p serait la partie entière de le terme ADA, c'est-à-dire la partie entière de ln de 10 à la puissance moins 2 sur up moins alpha, ou bien, pardon, donc on a u0, mais chez up, le tout sur ln de k, le tout plus 1, donc on a le plus petit entier naturel p vérifiant up moins alpha en valeur absolue est strictement inférieur à 10 à la puissance moins 2. Donc cette question est très classique. D'ailleurs, on la trouve sur plusieurs contrôles de plusieurs professeurs. C'est pour cela que j'ai voulu vous la partager. Alors maintenant, on va passer aux suites récurrentes un plus 1 est égal à f de un et le théorème du point fixe. Donc maintenant, on va voir le théorème du point fixe. Donc pour le premier type de question pour cette partie, alors on trouve souvent montrer que quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre a et b. Voilà, donc la première étape, comme ce qu'on avait l'habitude de faire précédemment, donc on va montrer que f de l'intervalle fermé AB est inclus dans l'intervalle fermé AB. Donc, à savoir, f de i est inclus dans i comme on avait l'habitude de faire. Et voilà, on va le redémontrer, on va démontrer cette proposition pour simplifier l'étape de la récurrence. Alors, pour l'étape de la récurrence, on va vérifier l'initialisation, puis on va fixer n appartenant à n tel que un est inférieur ou égal à b et supérieur ou égal à a. Alors, f pourrait être soit strictement croissante ou strictement décroissante, c'est la même chose. Donc, pour fixer les idées, on va supposer que f est strictement croissante. Ceci va impliquer que f de a est inférieur ou égal à f de un qui est inférieur ou égal à f de b. Voilà, par stricte croissance de f. Et ceci va impliquer que un plus 1 est bien comprise entre a et b. Pourquoi? Parce que f de un est égal à un plus 1 et f de l'intervalle fermé AB est inclus dans AB fermé. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc la question n'est pas difficile, au contraire, elle est très simple. Passons à la deuxième question. Donc la monotonie de la suite UNN. Méthode 1. Étudier les positions relatives de CF et delta. Donc delta est la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Donc voici sa représentation. Donc la droite delta, c'est la droite qui passe par 0, 0. Et l'équation y est égale à x. Voilà, elle est liée à la droite delta. On la nomme également première bisectrice. Donc on va étudier les positions relatives de CF et delta, c'est-à-dire en d'autres termes, étudier le signe de f de x moins x. D'ailleurs, on peut dresser un tableau de positions relatives. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc on va calculer f de x moins x. Donc si f de x moins x s'annule en un point, par exemple un point A, voilà, et supposons qu'à gauche le signe est moins et à droite le signe est positif, alors les positions relatives, on va les mettre de ce côté. Donc si le signe est négatif, c'est-à-dire f de x moins x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x est inférieur ou égal à x, alors on aura que la droite delta est supérieure à f de x, c'est-à-dire la droite delta est au-dessus de la courbe CF, parce que x est supérieur ou égal à f de x. Dans le cas où f de x moins x est positif, c'est-à-dire f de x est supérieur ou égal à x, on aura la courbe CF est au-dessus
de delta. Voilà. Et dans le cas où f de x moins x s'annule, on aura CF coupe la droite delta et on note CF inter delta. Donc voici le tableau d'études de position relative entre CF et delta. Maintenant, on va passer. Donc, on va supposer par exemple qu'on a trouvé que le signe est inférieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle i. Donc, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Or, quel que soit n appartenant à n, un appartient à i. Donc, on pourra remplacer x par un. Et on aura f de un moins un est inférieur ou égal à 0. F de un est égal à un plus 1 parce que un est une suite récurrente. Et enfin, on trouvera un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, ce qui signifie que unn est une suite décroissante. Voici pour la première méthode. Passons maintenant à la deuxième méthode. Donc, on va raisonner par récurrence. Pour n égale à 0, u0 est supérieur ou égal à u1. Donc, on va supposer qu'on va trouver u0 est supérieur ou égal à u1 pour fixer les idées, bien sûr. On va fixer maintenant n appartenant à n. un supérieur ou égal à un plus 1. Donc, par stricte croissance de f, on aura f de un supérieur ou égal à f de un plus 1. Ce qui implique que donc, donc un est récurrente. Par la suite, f de un est égal à un plus 1 et f de un plus 1 est égal à un plus 2. Voilà, donc on a trouvé que un plus 1 supérieur ou égal à un plus 2. Donc voici, d'après le principe de récurrence, on aura, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à un plus 1. En d'autres termes, un est décroissante. Donc voilà pour la monotonie de la suite unn. Passons maintenant aux deux dernières questions de cette partie du théorème du point fixe. Donc pour la troisième question, montrons que unn est convergente. Donc pour cela, on va utiliser le théorème dont on a parlé dans le cours des suites et qui est le théorème de la convergence monotone. Donc on va l'utiliser. Donc si l'on a que un est croissante majorée ou bien un est décroissante minorée, alors directement, d'après le théorème de la convergence monotone, unn est convergente. Donc on va tout simplement utiliser ce théorème pour déduire la monotonie de la suite un. Voilà, donc une fois qu'on a montré que un est convergente dans la quatrième question, on va nous demander de calculer la limite de un, et c'est là où va intervenir le théorème du point fixe. Donc je vais vous énoncer le théorème du point fixe. Donc, quel que soit n, si on a quel que soit n appartenant à n, un appartient à i, et f continue sur i, et unn convergente comme on vient de montrer. Donc, si l'on a ces trois conditions, alors la limite de un existe. Donc, on note limite de un égale à L, et cette limite L de un vérifie f de L égale à L. Donc, pour déterminer la limite de un, on sera amené à résoudre l'équation f de L est égal à L, et la solution de cette équation sera donc la limite de la suite un. Or, dans certains cas, il peut se trouver que l'équation f de L égale à L admette deux solutions. Donc, si l'on trouve que l'équation f de L égale à L admet deux solutions, alors on va raisonner comme suit. Donc, si un est croissante, alors on dira que un est supérieur ou égal à u0, ce qui implique que L est supérieur ou égal à u0. Donc, on va distinguer entre les deux résultats obtenus, lequel d'entre les deux vérifie L supérieur ou égal à u0, et on va déduire la limite correcte. Ou si un est décroissante, on dira que un est inférieur ou égal à u0, bien sûr, quel que soit n appartenant à n, ce qui impliquera que L est inférieur ou égal à u0, et on va à nouveau distinguer ou bien vérifier la solution qui satisfait cette condition qui est nécessaire pour pouvoir déterminer la limite et qui sera unique. Donc voici pour ces astuces concernant les suites. Donc on a essayé d'aborder le maximum d'astuces et le maximum de situations possibles qui pourraient se poser le jour de l'examen.
Voilà, donc j'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un j'aime dans la vidéo pour m'encourager et pour qu'on puisse continuer le programme de cette année. Voilà, merci pour votre visionnage et à la prochaine.